Maman, c'est quoi? C'est une prison? Non, c'est une école. Mais à l'école, comme dans les prisons pour adultes, on dit aux enfants exactement ce qu'ils doivent faire, et ils sont punis s'ils ne s'exécutent pas. Les adultes, on les met en prison parce qu'ils ont commis un crime, alors que les enfants, ils sont envoyés du fait de leur âge. On y range les enfants par date de naissance. On leur impose de passer leur journée avec des camarades nés la même année. On les prive au niveau cognitif, social et affectif. On les coupe de la réalité du monde et de ses richesses. L'école entrave le développement de la coopération et encourage le harcèlement. La ségrégation en classe d'âge et le manque d'occasion de jouer librement s'ajoutent aux facteurs qui empêchent la coopération, l'empathie et la capacité de prendre soin des autres de se développer. L'adulte contrôle, de manière verticale, tout un groupe d'enfants. Les enfants souffrent de ne pas être libres et les adultes souffrent de les contraindre. Les enfants ne sont pas libres de se consacrer à leur propre centre d'intérêt, ni de les approfondir à leur guise. L'école fait obstacle à la curiosité, à l'esprit ludique et aux conversations intéressantes, parce que tout cela exige de la liberté. Elle sape le désir d'apprendre intrinsèque des enfants en transformant les apprentissages en travail. L'erreur est considérée comme une faute. Elle est sanctionnée dès la maternelle par des bonhommes rouges qui font la tête, puis par des notes et des jugements. En sanctionnant l'erreur, on bloque le processus même d'apprentissage. Les enfants sont soumis à une évaluation plus ou moins permanente, et le souci d'être à la hauteur de cette évaluation et des attentes du prof court-circuite et réduit à néant la possibilité de développer de véritables centres d'intérêt. Quand on évalue les élèves du point de vue de leurs apprentissages et qu'on les compare entre eux, apprendre devient une source d'anxiété. En jugeant les élèves, l'école fait naître la honte, l'orgueil, le cynisme et encourage la tricherie. Et elle inhibe l'esprit critique. Prenons l'exemple de l'apprentissage de la lecture au CP. Pas avant ni après, non, au CP. On n'apprend pas à lire à un enfant en lui donnant le son des lettres et en le poussant à décoder systématiquement par un apprentissage hyper structuré des suites de syllabes sans aucun sens sur un manuel scolaire, en ne laissant aucune place à l'exploration active, à l'enthousiasme ni à la découverte. Les enseignants ne sont pas entièrement responsables. On les formate et on ne leur apprend pas à faire autrement. Notre système n'a pas juste besoin d'être amélioré, mais complètement restructuré. Tiens, et si j'étais ministre de l'Éducation nationale ? J'aurais le pouvoir de changer notre système éducatif. Je laisserais les enfants jouer dans la nature, s'occuper d'animaux, entretenir leur environnement, faire des plantations. Ils ont besoin de se reconnecter à la nature, de prendre soin d'un potager et faire pousser des brocolis, des courgettes et des tomates pour ensuite les manger. En profitant de la nature, ils vivront les saisons, les fleurs, les fruits, les feuilles. Le cerveau humain comprend ce qu'il vit. Je ne prévoirai pas de séance de motricité dans une salle. Il suffit de les laisser grimper aux arbres, se promener dans la nature et jouer librement. Ils seront agiles, développeront leur équilibre et ils sauront prendre des risques mesurés. Quand les enfants n'ont pas tous le même âge, ils accroissent leurs aptitudes à coopérer et à s'entraider lors des jeux sociaux qu'ils dirigent eux-mêmes et qu'ils choisissent librement. Ils y apprennent à résoudre leurs conflits et à prendre en compte les besoins des autres afin que le jeu puisse continuer. Le jeu entre enfants d'âge différents est très précieux. Nous sommes faits par nature pour coopérer. Quand une trentaine d'enfants d'âge mélangé partagent le même espace, ils se guident les uns les autres dans leur exploration du monde. Ils bénéficient toute la journée des enseignements informels des uns et des autres. Un seul adulte ne pourrait pas réaliser autant d'étayages individualisés et de retours d'informations. Les petits observent les plus grands, apprennent en les observant, ils les imitent et ils peuvent se projeter pour voir de quoi ils seront capables un jour. Les plus grands consolident leurs acquis en aidant les plus jeunes. Ils développent des compétences comme le contrôle de soi, la mémoire et la planification. Et ils développent d'autres compétences comme l'entraide, l'empathie, la patience, la coopération. On rend aux enfants leur pleine autonomie. Je préparerai un environnement ordonné, avec des activités culturelles attrayantes et ambitieuses, pour créer les conditions propices à l'apprentissage et à l'épanouissement. Je proposerai à chaque enfant le bon niveau de difficulté, et je pourrai suivre les progrès de chacun. Grâce à cet étayage individuel, l'enfant pourra développer confiance et estime de soi. Je leur laisserai le droit d'observer les autres, et le droit de ne rien faire. Quand on prend le temps de ne rien faire, notre cerveau continue d'être actif. Il a besoin de temps de repos pour remettre de l'ordre, et ces temps sont bénéfiques, autant que le sommeil. Quand un enfant est submergé par une émotion, quand il vit une tempête émotionnelle, il a besoin d'un adulte pour le rassurer, le consoler, et l'aider à identifier l'émotion qu'il ressent, la colère, la tristesse, la frustration, la peur. Grâce à cette posture bienveillante, je serai un guide qui assiste l'enfant dans son travail de création, et il pourra apprendre à conquérir son indépendance. L'erreur doit être neutre. Elle est indispensable pour apprendre. C'est juste un retour d'information. Et chaque erreur génère un sentiment de curiosité, un élan et de l'enthousiasme.
La dopamine que l'enfant sécrète le pousse à réduire la différence entre ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et plus il y a de curiosité, plus la mémoire est active et plus les performances d'apprentissage augmentent. Quand l'enfant est actif et engagé, il fait des prédictions, il réajuste si besoin et il apprend. Avec du matériel qui permet le contrôle de l'erreur immédiat, pas besoin d'un adulte qui corrige et l'apprentissage est extrêmement rapide. Les enfants doivent vivre ces expériences eux-mêmes. Écouter un adulte parler, ça ne fonctionne pas. Les enfants sont naturellement curieux et joueurs. Les 4-5 premières années, ils s'approprient des tonnes d'informations et de compétences sans aucune forme d'instruction. Ils apprennent à marcher et à parler en nous observant, en étant exposés au langage et en vivant ces expériences. On ne leur a pas donné de leçons pour apprendre à parler ou à marcher. À 4 ans, 6 ans, 9 ans, on doit leur offrir les mêmes conditions. De l'amour, les intégrer à notre vie d'adulte, répondre à leurs demandes sans les surstimuler, leur parler, les rassurer quand ils sont stressés, les laisser explorer et respecter leur rythme et leurs besoins physiologiques. La nature pousse l'enfant à apprendre de la manière la plus puissante qui soit, en lui donnant envie de manière intrinsèque d'en savoir toujours plus. L'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Pour revenir à l'apprentissage de la lecture, entre 3 et 8 ans, il suffit juste de donner les correspondances lettres-sons à l'enfant, puis de le laisser explorer le décodage spontanément en s'amusant. Quand ça sera le bon moment pour lui, il aura envie de décoder les mots pour comprendre les messages qui se cachent derrière. Il est plus que temps d'apporter toutes ces connaissances aux futurs professeurs des écoles et aux professeurs des écoles déjà en poste. Édouard Séguin, Jean Itard, Maria Montessori, Célestin Freinet et bien d'autres ont découvert tout ça dès les années 1800. Pourquoi 2 siècles plus tard, on ne s'inspire pas plus de ces pédagogues ? Ils avaient compris les lois naturelles de l'enfant, à nous de nous les réapproprier.